je suis Lucas Belvaux et je suis invité par Écran Étoile aujourd'hui pour parler de mon nouveau film Des Hommes qui est sur les écrans depuis le 1er septembre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour parler de votre nouveau film, Des Hommes. Donc, un film qui est tiré du livre de Laurent Mauvigné, qui porte exactement le même nom. C'est pas la première fois que vous adaptez d'ailleurs un roman pour le grand écran. Non, c'est la troisième. Oui, il y a eu Pas son genre et 38 témoins. Exactement. Donc voilà. Et j'ai fait un Mauriac aussi pour la télé. D'accord. Oui, que je n'avais pas écrit en fait, enfin que j'avais coécrit. D'accord. Ici, ma question, c'est simplement comment ces livres viennent à vous ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous les suggère ? Est-ce que c'est la curiosité du lecteur qui fait que vous tombez sur ces œuvres-là ? Et Pas son genre et Des Hommes, c'était par hasard, enfin en écoutant la radio ou en lisant une critique dans un journal. Et en revanche, Rapt, 38 témoins, c'est après Rapt, c'est Yvan Attal qui m'avait amené le livre parce qu'il avait les droits et qu'il voulait l'adapter lui-même. Et donc comme il avait plutôt envie de le jouer que de le réaliser, il m'a proposé de le faire. Mais d'une manière générale, non, je lis pas mal, donc parfois il y a des rencontres comme ça. J'ai un copain qui disait faut adapter les livres dont on a l'impression qu'on aurait pu les écrire, enfin, dont on se sent l'auteur, mais pour pouvoir se les approprier. Et ici, ça a l'air d'être une sorte de coup de foudre, en fait, pour l'histoire de Laurent Mais les Mauvigné. autres aussi. Pas son genre, c'était la même chose. 38 témoins un peu aussi. Donc, oui, mais on ne peut pas y aller à moitié sur un livre comme ça. Parce qu'il faut justement avoir le courage peut-être de le trahir ou de se l'approprier ou se dire, mais finalement... c'est mon livre, quoi. Alors, c'est pas vrai. Et puis il faut rester, extrêmement respectueux de l'auteur et de ce qu'il a voulu dire. On n'est pas obligé d'être respectueux du style, mais il faut être respectueux du fond, de l'idée. Et voilà, mais à part ça, faut être presque plus fort que le livre. À un moment où il faut se sentir plus fort que le livre, en tout cas. Et d'ailleurs, Laurent Mauvigné a lu les différentes versions que vous avez écrites du scénario, mais il n'a jamais voulu co-scénariser. Non, et Philippe Villain avait eu la même attitude au moment de Pas son genre. Et à chaque fois, j'aurais fait lire les versions successives, mais dès la première rencontre, les deux, chacun m'a dit non, je n'écrirai pas, parce que c'est fini. Pour moi, c'est une vieille histoire déjà, ce livre. J'ai pas envie de revenir sur... Alors, c'est un peu différent avec Philippe Villain qui avait écrit Pas son genre, parce que maintenant on aurait un projet éventuellement d'écrire une suite de Pas son genre, mais qui serait un nouveau projet, quoi. Savoir un peu ce qu'ils sont devenus peut-être, parce que exactement. C'est une grosse interrogation à la fin de votre film. Et comme c'est une question qu'on nous a beaucoup posée, et à lui et à moi, on se dit, mais peut-être faut qu'on écrive la suite, effectivement. Donc on est dans les livres, j'ai envie de vous emmener sur les sentiers de Playlist Society. Vous avez collaboré ici pour la mécanique Lucas Belvaux. Oui, absolument, je voulais en amener. Je l'ai découvert il y a presque un an, puisqu'il était censé sortir au moment de la sortie du film. C'est un super ouvrage, en fait. C'est une espèce de masterclass, mais écrite, où on comprend un petit peu tous les mécanismes, comme c'est indiqué de votre cinéma. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que Des Hommes trahit d'une certaine manière toutes ces mécaniques qui sont mises en lumière ici. Vous filmez d'ordinaire dans des grandes villes, un peu industrielles. Ici, on est vraiment dans le sud de la France ou dans des garnisons en Algérie. Donc c'est vraiment radicalement différent des décors dans lesquels vous vous installez habituellement. Oui, mais je filme les villes comme je filme la campagne. Pour moi, j'aime bien l'idée de film de territoire. Territoire au sens western, comme les westerns étaient des films de territoire qui décrivaient l'Ouest et qui racontaient comment un pays, pas un paysage, mais un terroir ou un territoire formait les hommes et les imprégnait de quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas le même quand
quand on est un homme à Liège ou une femme à Liège et une femme ou un homme au cœur de l'Ouest américain à une autre époque. Et aussi que l'histoire marque un territoire, aussi que l'histoire est inscrite dans un territoire. Quand je filme Liège ou quand je filme Arras, par exemple, ou la région, on ne voit pas la même chose et ce n'est pas la même histoire qui est racontée. Donc je suis très attaché à ça. Et une fois que c'est posé, filmer un paysage urbain ou un paysage de la campagne, c'est toujours filmer un paysage. Pour moi, je ne fais pas la différence. Il y a une petite trahison, c'est que pour une fois, vous utilisez la voix off, ce que vous êtes refusé, en tout cas ce que vous n'avez jamais fait jusqu'ici. C'est pas une trahison, ça serait plutôt une fidélité au livre. Oui, c'est ça. Dans le livre, il y a beaucoup de soliloques, des monologues. Un soliloque, c'est quelqu'un qui se parle à lui-même, qui parle tout seul. Et là, c'est des personnages qui sont beaucoup dans le ressentiment et dans la mémoire. Et pas que dans le ressentiment, d'ailleurs, qui ont besoin de mettre des mots sur leur histoire. Et donc, ils se parlent tout seuls ou ils parlent à d'autres, mais sans être dans le même espace. C'est-à-dire que par moments, on a des dialogues à travers le temps ou à travers l'espace. On a parfois les deux cousins qui échangent la même nuit alors qu'ils ne sont pas dans le même endroit. Chacun se parle à tout seul, mais leur soliloque finalement créer un monologue à travers les voix off. Donc j'aimais cette idée de la voix off qui allait traverser. Et il y a plein de voix off, il y a des types de voix off différentes. C'est-à-dire que la voix off du soliloque, du monologue intérieur, n'est pas la même que celle d'un personnage qui lit une lettre, par exemple. Oui, la sœur qui lit les lettres du front. Oui. Voilà, ou de celui qui écrit la lettre du front. Il y a aussi la voix in qui est exploitée off, c'est-à-dire qu'un dialogue qui est entre deux personnes, tout à coup peut être monté off sur d'autres images et ça raconte encore autre chose. Donc j'ai essayé d'utiliser toutes les versions possibles, toutes les possibilités qu'offre la voix off dans un film pour raconter une histoire et pour raconter la mémoire, comment fonctionne la mémoire. Parce qu'en soi, quand on est dans le présent, on a beaucoup de non-dits. Ce sont des dialogues silencieux, comme je les appelle en général. Et il y a cette voix off qui permet de comprendre, ou ces lettres qui expliquent une vérité, mais qui est travestie, puisqu'il ne raconte pas la réalité du terrain. Quand il écrit à sa sœur, il veut rassurer. Et... Ça, c'est une constante des lettres de soldats, d'une manière générale. On se rend compte que ça soit 14. D'une manière générale, le soldat sur le front ne raconte pas la guerre, ou très peu, de façon très périphérique. Pour une raison extrêmement simple, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est rassurer sa famille et prendre des nouvelles du pays. Et donc, il ne va pas dire « j'ai failli mourir hier, avant-hier, et je vais mourir demain ». Non, il dit à sa mère, à sa sœur, à sa fiancée, à son père « tout va bien, ne vous inquiétez pas », tout le temps. Ce qui pose un problème quand ils reviennent, parce qu'ils ont tellement dit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne se passe rien, je suis à l'abri, ne t'inquiète pas. Tout le monde se dit, finalement, tu es revenu, il ne s'est rien passé, c'est pas terrible, ce que tu as vécu, c'est pas Verdun. Oui, c'est ça, on leur dit, oui. Et puis, si, c'est pas que ça a été Verdun, ça a été autre chose, mais ça a été parfois pire. Et donc, mais ils ne pouvaient plus le dire. Cela dit, ceux de Verdun ne racontaient pas beaucoup non plus dans leur courrier, et puis on a su quand même. Mais c'est une période où on écrit beaucoup. Parce qu'il n'y a pas, le téléphone coûte très très cher, il n'y a évidemment pas Internet, tout ça. Donc ils étaient obligés d'écrire. Donc on a des traces, on a des correspondances. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est un film qui a fait énormément écho chez moi parce que mon grand-père paternel a fait le débarquement avec la brigade Piron, qui a donné naissance au Pot des Belges entre Trouville et Deauville. Et il est vrai que mon père m'a toujours expliqué que son propre papa était très taiseux. Ils ont découvert qu'il avait fait le débarquement à son enterrement. Donc on est venu apporter un drapeau belge. Il n'avait jamais révélé ce qui s'était passé. Mais c'était un homme très très dur. Et donc on a découvert tout ça après, un peu comme finalement Feu de bois, donc Gérard Depardieu dans votre film. Tout ça, on le hait par moments pour ce qu'il fait, on le plaint aussi par moments, et puis on comprend, on n'excuse pas ses comportements, mais on les comprend en tout cas. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu pendant les débats autour du film, de gens qui me disaient, voilà, mon oncle ou mon père a fait la guerre d'Algérie, on n'en a jamais parlé, il n'en a jamais parlé, et maintenant j'ai envie d'aller lui poser des questions, j'ai envie d'aller le prendre dans mes bras, j'ai envie de parler avec lui, etc. Contrairement à votre grand-père, en plus, qu'on peut considérer comme un héros, on n'a a priori rien à lui reprocher. Ceux qui revenaient d'Algérie étaient porteurs,
c'est Benjamin Stora, l'historien de la guerre d'Algérie, qui dit « La guerre d'Algérie, c'est le secret de famille de la France. » Et on n'en parle pas, et personne ne veut en parler. Et surtout, on ne veut pas entendre, on ne voulait pas entendre ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils avaient à raconter. Parce qu'il y avait cette idée que ça avait été une sale guerre, une guerre injuste. La France avait le mauvais rôle. Et on sait qu'il y avait eu de la torture. On l'a su très tôt en France. Dès 1955, il y a des éditoriaux dans les journaux. La guerre commence officiellement le 1er novembre 1954. Et je ne sais plus quel mois, mais enfin, milieu de l'année 1955, il y a déjà des éditoriaux dans Le Monde où on parle de la torture, et c'est dit, et des massacres, etc. Donc, tous les Français savent que c'est une sale guerre, qu'il s'y passe des trucs dégueulasses, et que ce qui y est fait, c'est fait par l'armée française. Il y a aussi des trucs dégueulasses faits par le FLN. C'est une sale guerre des deux côtés. Mais il va y avoir, dans les accords d'Évian qui sont le protocole de paix, enfin les accords de paix entre la France et l'Algérie, c'est la fin de la guerre en 1962, il y a une clause qui dit qu'il n'y aura pas de procès pour crimes de guerre, ni d'un côté ni de l'autre. En gros, on met la poussière sous le tapis. Ce qui fait qu'on va pas juger les coupables des horreurs qui ont été commises. Et donc, tous les types qui l'ont fait vont être porteurs. Quand il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocent non plus. Et donc, tous ceux qui ont fait cette guerre vont être porteurs de cette culpabilité-là. Mais personne ne veut entendre que son frère, son fils, son neveu a torturé, a tué. La plupart, ils ne l'ont pas fait, mais on n'ose pas leur demander s'ils l'ont fait. On n'ose pas leur demander, on n'en parle pas. Et eux ont tellement souffert et ont tellement entendu « c'est pas Verdun votre truc, viens pas faire chier ». C'est les années 60. La France est en train de se reconstruire. Ils se sont reconstruits en retard. C'est les 30 glorieuses. On n'a pas envie de parler de la guerre. On n'a pas envie de... Il faut aller de l'avant. Donc on dit aux jeunes qui reviennent, écoute, tu es revenu entier, plus ou moins, en général quand même entier, marie-toi, fais des enfants, profite de la vie est belle, il y a le rock'n'roll qui arrive, et tout ça. Et donc, voilà, on ne veut pas les entendre. Et eux, ils n'avaient pas très envie de parler, déjà, mais ceux qui avaient envie de parler, on ne voulait pas les entendre. Et donc, c'est resté un secret de famille. Et c'est pour ça que chacun de vos personnages, finalement, en tout cas en ce qui concerne donc Jean-Pierre Daroussin, qui joue le cousin de Feu de Bois, chacun réagit différemment. Un est totalement extraverti, explosif, presque, c'est le cas du personnage de Gérard Depardieu, et celui de Jean-Pierre Daroussin est dans la retenue, et presque lâche, en fait, dans son passé et dans son quotidien. Alors, est-ce qu'il est lâche ? Lui, il se vit un petit peu comme ça, mais pas lâche au sens où on l'entend. C'est-à-dire qu'il se sent lâche parce que, finalement, il a réussi à vivre malgré tout. Et donc, finalement, il considère que le vrai humain, enfin le plus humain des deux, c'est le monstre, parce qu'il est devenu un monstre, parce que justement, son humanité n'a pas supporté ça, son humanité fragile. C'est dans ce sens-là où il se considère comme lâche. Sinon, il n'est pas lâche, il n'est pas bagarreur, il a failli se faire tuer à coups de poing par son cousin, il n'a pas envie de remettre ça. En revanche, lui, il a vécu avec, il a su faire avec, il a pu faire des enfants, il a pu se marier. Probablement que c'est l'amour qui l'a sauvé aussi. Il y a cette fameuse histoire de résilience et comment on surmonte les traumatismes. Ça peut être par l'amour, parfois pas. Et c'est ce que n'a pas eu le personnage de Feu de Bois. Il n'a pas eu suffisamment d'amour, même déjà enfant. Il n'a pas eu cet amour-là enfant. Donc, c'était difficile après. Et c'est... après, je ne vais pas rentrer dans les détails du film, mais oui, c'était une histoire qui m'intéressait aussi. C'était dans ces histoires justement de retour, de vie brisée par ce qui a été fait ou vu, vécu en tout cas. Comment se fait-il que deux types avec globalement la même histoire, il y en a un qui s'en remet et pas l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? C'est où est la différence? Et donc voilà, ça m'intéressait de travailler là-dessus. Ce qui est très beau, c'est la dualité des regards, c'est-à-dire les villageois qui condamnent d'une certaine manière et la famille qui comprend. Oui, c'est quand même un mec qui fait peur. Et puis quand on sait ce qu'il a été quand il était enfant, c'était un enfant brutal déjà. Donc il a toujours fait un peu peur. Là encore plus, parce qu'il est tout le temps bourré, parce qu'il vit dans son trou, il est sale, il sent mauvais. Voilà, c'est un vrai marginal, quoi. Après, la famille, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si vous êtes allé dans des procès d'assises déjà, mais quand on fouille un peu dans la vie des gens...
quand la famille vient parler d'un type qui est accusé d'un crime, etc., ça a aussi été un enfant. Ça aussi, il était innocent avant d'être coupable. Et on se souvient aussi de celui-là. Et c'est quelqu'un qu'on a aimé avant qu'il fasse ce qu'il a fait. Quelle que soit la monstruosité de la chose, quand on a connu l'enfant, on se souvient de l'enfant. Et donc, c'est difficile de condamner complètement. Et quand vous aviez lu le roman initial, vous pensiez déjà à Gérard Depardieu, à Jean-Pierre Daroussin ou... Alors, Depardieu et Catherine Fro, oui, dès que j'ai lu le livre. Et Daroussin, non, c'est venu plus tard, c'est venu pendant la projection, pendant la préparation. Et pour terminer, simplement, on a la sensation que ce film, c'est vraiment le croisement entre des histoires individuelles et la grande histoire, avec un grand H. Ouais. Est-ce que vous pensez que de plus en plus, on a ce devoir de mémoire et qu'en tant que cinéaste, on a besoin aussi de transmettre ce... Est-ce que c'est un rôle, peut-être qu'il y a un combo cinéaste de permettre ce devoir de mémoire? Non, c'est comme on le sent. Je comprends les cinéastes qui font que des comédies et c'est bien aussi de faire des comédies et de faire rire les gens, etc. Moi, quand je fais le film, c'est pas par devoir de mémoire. Je fais parce que ça m'intéresse, je fais parce que le sujet me passionne, parce que j'ai envie d'aller à la rencontre de ces personnages-là, de travailler avec des jeunes comédiens, avec des comédiens plus... C'est un beau projet, le projet me passionne. Après, le devoir de mémoire, je ne vis pas comme ça. J'ai envie de raconter cette histoire-là, ça c'est sûr. Je sais que c'est important de le faire aujourd'hui, parce que les anciens combattants, il y en a encore beaucoup qui sont encore vivants. Ça ne va plus durer très très longtemps. Ils commencent à se faire vieux. Ils sont tous plus de 80 ans. Et que déjà avec le Covid, là, il y en a beaucoup qui sont morts. Je crois qu'il y en a 20 000 qui sont morts cette année. Et donc, ces hommes-là en souffrent encore de ce qui s'est passé. Et donc, il est grand temps de leur dire, on sait que vous n'êtes pas des salauds. Vous n'avez pas été que des salauds. Vous pouvez parler, on peut comprendre. Et surtout, vous devez raconter. Parce que cette histoire-là ne peut pas rester... ça va, on sait qu'il y a des archives, il y en a qui ont parlé, on peut travailler. Mais il est important qu'ils parlent. Et surtout, les enfants, les petits-enfants ont besoin d'entendre aussi qui était leur père, leur grand-père, leurs oncles. Ça reste important, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Lucas Bellevaux, d'avoir été avec nous. Mais non, ça me fait plaisir. Et donc, pour rappel, Des Hommes est dans nos salles depuis ce mercredi. Merci beaucoup. Merci à vous.